Merci, professeur Kamel. Alors, sans tarder, donc, comme vous le savez, la mucoviscidose est une maladie autosomique récessive grave. C'est la pathologie, c'est la maladie autosomique récessive grave la plus fréquente dans la population caucasienne. En fait, c'est une maladie qui est due à une mutation du gène codant pour une protéine, ce qu'on appelle la protéine CFTR. C'est une protéine transmembranaire qui intervient dans la régulation du transport des ions chlorure. En fait, cette protéine, c'est un canal chlore qui intervient dans le transport des ions chlorure. Alors, il faut savoir que l'absence ou le dysfonctionnement, parce que ça dépend de la mutation, il se peut que la protéine soit absente. Dans certaines mutations, la protéine, elle est là, mais elle n'est pas fonctionnelle. Donc, l'absence ou le dysfonctionnement va entraîner un défaut de transport et une hyperabsorption de sodium. Et cette hyperabsorption va être à l'origine de la réduction du liquide de surface des épithéliums bronchiques. Alors, ce qui fait qu'on aura un mucus qui est visqueux. D'accord? Donc, ce n'est pas un mucus qui est fluide, c'est un mucus qui est visqueux. Et ce mucus visqueux, il va entraîner une obstruction des bronchioles, une obstruction de l'arbre bronchique. Et donc, il dit obstruction, prédisposition aux infections respiratoires. Il faut savoir qu'à ce jour, il existe plus de 3000 mutations, d'accord? Mais la mutation, la F508 délétion, reste la mutation la plus fréquente dans le monde. Même au service, le travail qu'on avait réalisé, on a constaté que la délétion F508 était prédominante dans notre population marocaine. Voilà. Alors, le diagnostic de la mucoviscidose repose sur des critères cliniques, sur le test de la sueur, qui est le gold standard dans le diagnostic de la mucoviscidose, et bien sûr, le test de la sueur, il doit être couplé à l'étude génétique. C'est vrai qu'avant, on disait le diagnostic sur un ensemble de critères cliniques, et bien sûr, il va être confirmé par le test de la sueur. Mais actuellement, l'étude génétique, elle est obligatoire parce qu'elle ne sert pas uniquement pour le diagnostic, mais elle a un intérêt surtout parce qu'en fonction de la mutation, on peut proposer un traitement, une thérapie ciblée. D'accord? Donc la thérapie ciblée actuellement, qui est une thérapie innovante, elle dépend du profil mutationnel du patient. Donc l'étude moléculaire est finalement, elle est essentielle pour la prise en charge thérapeutique. Voilà. Alors, on a dit que c'est une maladie qui est multisystémique, il touche plusieurs organes, mais il faut savoir que l'atteinte respiratoire, elle vient au premier plan parce que l'atteinte respiratoire, elle conditionne le pronostic, elle est responsable à peu près de 90% de décès chez les patients atteints de mucoviscidose. La prise en charge, elle est multidisciplinaire, on l'avait tout à l'heure bien dit. La prise en charge doit intégrer les pneumologues, les infectiologues, les psychologues, les gastroentérologues, les endocrinologues. Alors, bon, je vais passer l'épidémiologie, ça a été bien traité par M. Bousfiha. Donc, juste pour insister, alors, dans le continent africain, on a toujours dit que la mucoviscidose est une pathologie caucasienne. C'est pas du tout vrai, parce que il y avait un travail, en fait, ce travail est une recherche documentaire. En fait, c'est une recherche qui a intéressé 12 pays africains sur 54, dont le Maroc fait partie. Et ils ont identifié 79 variants. Et parmi ces variants, il y avait quand même 21 variants spécifiques pour le Maroc. Juste pour vous dire que quand vous demandez parfois une étude génétique CFTR, c'est le laboratoire, bon, c'est parce qu'on cherche d'abord les mutations les plus fréquentes, parce que c'est très cher d'aller étudier tout le gène CFTR. Quand vous demandez la recherche de mutations les plus fréquentes devant une suspicion de mucoviscidose, si le laboratoire vous répond qu'il n'y a pas de mutation
la recherche que vous avez effectuée, ça veut dire que les kits qu'on a utilisés, il n'y a pas toutes les mutations adaptées à notre population marocaine. Ça veut dire qu'on doit avoir quand même des kits qui sont adaptés, qui tiennent en compte les spécificités génétiques marocaines. Voilà, donc c'est très important. Nous, ce que nous avons vu, c'est qu'on a pris un panel, c'est-à-dire un panel pour l'adad ديال الميلاد. Oui. Le gène كله متفق aussi bien les codons, les exemples des arbres, le rôle génome, d'accord, merci. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, si vous avez une clinique très suggestive de la mucoviscidose, il faut vraiment interpréter le résultat en fonction du contexte marocain. Il y a des spécificités génétiques propres à notre population marocaine, d'accord ? Parce que les panels avec qui travaillent parce que souvent c'est des examens qui sont sous-traités. Donc eux, ils travaillent avec des kits qui sont faits pour la population européenne, d'accord ? Alors, qu'en est-il du Maroc? Donc là, c'est un travail qui a été réalisé dans le département de génétique de l'Institut national d'hygiène qui a évalué la fréquence des porteurs et ils ont estimé que la prévalence au Maroc, c'est-à-dire que la population marocaine elle est à risque de développer la mucoviscidose. Et là, comme vous voyez, la prévalence elle se rapproche de la prévalence des pays européens. Donc la mucoviscidose, elle existe. D'accord? Et la prévalence, elle se rapproche des pays européens. Et la délétion F508 reste toujours, elle est très prédominante. Alors, c'est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Seuls les sujets ayant hérité de mutations causant la maladie, c'est-à-dire mutations de chaque parent, vont exprimer la mucoviscidose. Alors, le gène, il a été identifié sur le bras lent du chromosome 7. Et ce gène, il code pour la protéine CFTR qui intervient dans le transport des ions chlorure. Et je l'ai dit tout à l'heure, le génotypage du patient elle est devenu une étape essentielle parce que non seulement pour confirmer le diagnostic, mais également il a des implications thérapeutiques. D'accord ? Alors, les signes d'appel qui doivent attirer l'attention vers la mucoviscidose et imposer la réalisation d'un test de la sueur. Alors, je commence toujours par les symptômes respiratoires, puisque la symptomatologie respiratoire chez ces enfants est une symptomatologie qui est souvent non spécifique, mais elle est caractérisée par la récurrence des épisodes respiratoires. Le retard de croissance, il faut y penser également. La diarrhée chronique, qui est une diarrhée graisseuse, qui est une diarrhée qui est en rapport avec la malabsorption. L'occlusion néonatale impose la réalisation d'un test de la sueur systématique, une polypose nasale, une sinusite chronique. Il faut penser à réaliser un test de la sueur devant des cas de sinusite chronique, même s'ils ne sont pas associés à des symptômes respiratoires ou digestifs. Alors, la déshydratation, et là j'insiste, la déshydratation est une complication qui est très grave, ce qu'on appelle le syndrome de Bartter dans la mucoviscidose. On a eu dans la série des patients qu'on suit au service, il y avait des malades chez qui on avait fait le diagnostic qui a été devant des tableaux de déshydratation, d'accord, qui ont révélé la mucoviscidose. Ce sont des déshydratations. Il n'y a pas de perte digestive, déshydratation sans perte digestive, c'est une déshydratation qui est en rapport avec une perte excessive d'eau au niveau de la sueur. Là, c'est très important à connaître, d'accord ? Et je pense que, je ne sais pas, Madame Kalouche n'est pas là, parce qu'elle a eu beaucoup de patients qui ont été hospitalisés dans des tableaux graves de déshydratation avec troubles de conscience, et vraiment, on a fait le diagnostic a posteriori de mucoviscidose. Voilà, donc j'ai mis que les symptômes sont non mutuellement exclusifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un patient peut présenter à la fois plusieurs symptômes, d'accord, mais à des degrés variables. Pourquoi? Parce qu'il y a une variabilité génétique.
Donc même, et parfois même dans le cadre de, si deux patients ont la même mutation, il y a une variabilité clinique. Parce que c'est dû au fait qu'il y a chez deux patients qui ont la même mutation, il y a des gènes, ce qu'on appelle les gènes modificateurs, qui peuvent modifier l'expression clinique de la mucoviscidose, même chez deux patients qui ont la même mutation génétique. D'accord. Alors, voilà, donc c'est une pathologie multisystémique. Alors, elle touche de nombreux organes, principalement le poumon, le tube digestif, le pancréas, le foie, mais également le cœur, la rate et le système ostéo-articulaire. C'est vrai que l'atteinte respiratoire est au premier plan, c'est elle qui conditionne le pronostic de la maladie parce qu'elle est responsable de la plus grande morbimortalité chez ces enfants. Et cette atteinte multiviscérale, c'est elle qui explique la variabilité de la symptomatologie clinique et bien sûr qui dit atteinte multiviscérale, donc une prise en charge multidisciplinaire. Alors, qu'en est-il du diagnostic de la mucoviscidose? Alors, vous savez que le test de la sueur est le gold standard dans la mucoviscidose. Alors, devant toute symptomatologie évocatrice de mucoviscidose, si vous avez un tableau clinique évocateur, un test de dépistage néonatal positif, le dosage de la trypsine immunoréactive, si vous avez une histoire familiale de mucoviscidose, d'accord, il faut faire un test de la sueur. Le problème du test de la sueur, c'est que pas tous les laboratoires, malheureusement, le font avec la méthode de référence. Il y a uniquement 2 laboratoires, bon, je ne vais pas citer les noms, 2 laboratoires à Casablanca qui le font selon la méthode de référence. Parce qu'il y a d'autres laboratoires qui ne respectent pas la méthode de référence et là, on peut avoir des faux négatifs. Il faut bien choisir le laboratoire avec qui vous allez travailler, vous allez demander le test de la sueur. Je me rappelle, il y avait certains laboratoires qui donnent aux patients du lait chaud pour avoir de la sueur. Ah oui, mais là, non, il faut qu'il y ait une stimulation par la pilocarpine pour recueillir la sueur. Il faut 100 grammes de sueur pour avoir un test de la sueur qui est fiable. Donc, il faut savoir bien choisir le laboratoire pour ne pas avoir de faux négatifs. Alors, devant un test de la sueur positif, c'est quoi positif? Ça veut dire que c'est une concentration en ion chlorure supérieure à 60 millimoles. Alors, dans ce cas, vous avez porté le diagnostic de mucoviscidose. D'accord. Alors, le problème entre 30 et 59 millimoles. Le test, il est douteux. Alors, à ce moment-là, il faut obligatoirement compléter par l'étude génétique. Et dans ce cas, vous avez 3 situations. Alors, si vous avez la mise en évidence de 2 mutations, parce que tout à l'heure, on a dit pour exprimer la maladie, il faut 2 mutations à l'état homozygote ou à l'état hétérozygote composite. D'accord? Il faut, si vous avez les 2 mutations classiques de la mucoviscidose, qui sont dans la data de la CFTR2, c'est une data internationale, là, le diagnostic de la mucoviscidose, il est posé. D'accord. Maintenant, si vous n'avez aucune mutation, le diagnostic, dans ce cas, il est très peu probable. Alors, la deuxième situation, c'est-à-dire, on est à ce niveau-là, si vous avez la mise en évidence, d'accord, de variants... Alors, la mise en évidence de certains variants de CFTR-RD, parce que nous, on a beaucoup de CFTR-RD, Related Disorder, dans la série qu'on a dans le service, ou de variants, ce qu'on appelle les variants à conséquences cliniques variables. Parce qu'on a souvent, c'est pas du tout facile, une analyse génétique chez ces patients qui sont très symptomatiques. Parfois, on peut avoir soit des CFTR-RD ou des mutations à conséquences cliniques variables. À ce moment-là, il faut compléter par les tests physiologiques. Et le meilleur test dans ce cas, en fait, ce sont des explorations fonctionnelles dans la mucoviscidose comme la mesure de la différence de potentiel nasal. Cette différence de potentiel nasal, en fait, c'est un test qui évalue
l'activité de la CFTR au niveau nasal. Et c'est un test qui permet de trancher est-ce que c'est une mucoviscidose ou bien est-ce que ce sont les anomalies, parce qu'il y a les autres anomalies associées à la CFTR. Ce sont les CFTR-RD. Alors, dans l'autre situation, lorsque vous avez un test de la sueur inférieur à 29 millimoles, il faut savoir qu'il y a certaines mutations. C'est vrai que c'est des mutations qui sont rares, mais qui sont associées à un test de la sueur négatif. Voilà. Mais c'est pour cela que je vous ai dit, c'est une corrélation entre clinique, test de la sueur et études génétiques. Et normalement, ça se fait dans des centres de référence et de compétences de la mucoviscidose, dans des centres qui ont l'habitude de voir les patients et de suivre les patients atteints de mucoviscidose. Alors, je commence par l'atteinte respiratoire parce que je le dis à chaque fois, l'atteinte respiratoire, elle conditionne le pronostic. Et chez l'enfant, il y a certaines particularités pédiatriques. Alors, déjà, les complications respiratoires sont responsables de 90% de mortalité. C'est une atteinte qui est précoce. Dès le 3e mois de vie, on peut observer déjà une inflammation, des infections respiratoires qui vont malheureusement évoluer progressivement vers des anomalies structurelles et fonctionnelles. D'ailleurs, c'est pour cela que dans certains grands hôpitaux qui font le dépistage néonatal, ils font le dépistage de l'atteinte pulmonaire de façon très précoce par des lavages broncho-alvéolaires et par des scanners thoraciques de haute résolution. Alors, d'ailleurs, à chaque fois je le dis, le fait que c'est une atteinte qui démarre de façon très précoce, dès les 3 premiers mois de vie, il faut un dépistage précoce. Alors, il y avait une étude qui a été faite et qu'ils ont trouvé que les patients, ils étaient colonisés in utero. Déjà, on peut avoir une colonisation in utero chez ces enfants. Alors, et il faut également noter que l'atteinte des voies aériennes, elle touche les voies aériennes de petit et de gros calibre. C'est très important pour l'analyse de l'imagerie thoracique chez ces enfants. Et il faut savoir que les données chez les nourrissons dépistés à la naissance montrent qu'à l'âge déjà de 3 mois, un quart des nourrissons ont déjà des anomalies fonctionnelles. D'accord ? Et 30% ont déjà une dilatation de bronze. Et regardez que déjà, à 3 mois, 68% de ces enfants ont déjà ce qu'on appelle un trapage aérique. C'est parce qu'ils ont ce mucus-là qui est très visqueux, qui donne une obstruction des branches à l'origine de ce trapage aérique. Alors, les manifestations respiratoires sur le plan clinique, elles sont présentes dès la première année de vie chez 75% des nourrissons. D'accord ? Malheureusement, ce sont des symptômes non spécifiques. Mais l'association des symptômes avec des symptômes respiratoires et un retard de croissance doit faire penser à la mucoviscidose. Il ne faut pas attendre les tableaux classiques qu'on disait auparavant, tout retard de croissance, infection respiratoire à répétition, diarrhée chronique, c'est un tableau de mucoviscidose. Là, c'est déjà trop tard si vous faites le diagnostic à ce stade. On a la fréquence des formes atténuées, des formes plus ou moins atypiques. Donc, devant toute, si vous avez une toux persistante, quinteuse, il faut dire qu'on avait beaucoup de patients qui ont été diagnostiqués comme des coqueluches. Or, ce n'est pas des coqueluches, c'est des mucoviscidoses. Et je pense que Mme Kalouche, elle peut en témoigner. Il y avait des malades qu'on a envoyés pour coqueluche sévère en réanimation. C'était une mucoviscidose. Parce qu'ils ont une toux qui est très caractéristique. C'est une toux quinteuse, très caractéristique. Il faut penser au diagnostic devant des bronchiolites récidivantes sans intervalle libre et surtout devant un encombrement bronchique persistant entre les épisodes. Les signes radiologiques les plus précoces, dans ce cas, associent des épaississements péribronchiques et de la distension pulmonaire, c'est le trapage aérique, et Mme Chebani va en parler tout à l'heure en détail. Alors, je passe à l'évolution de l'atteinte pulmonaire ou la bronchopathie qui évolue sur un mode chronique.
avec des poussées d'exacerbation au cours desquelles les patients vont aggraver leur taux, les expectorations qui deviennent abondantes et purulentes, la toux et la dyspnée qui deviennent plus marquées. Et c'est important de faire le diagnostic de ces exacerbations parce qu'ils sont accompagnés d'un déclin du VEMS très rapide. Il faut vraiment les diagnostiquer chez les enfants parce que le problème, c'est que c'est des enfants qui vont tousser tout le temps. Ils vont avoir de la bronchorrhée tout le temps, mais il faut savoir quand est-ce que le malade il est en exacerbation. Il y a des critères cliniques, radiologiques, notamment scanographiques, et des critères biologiques. Donc, il faut savoir faire le diagnostic des exacerbations pour les traiter avant le déclin du VEMS. Alors, l'hémoptysie, le pneumothorax survient le plus souvent à l'âge de l'adolescence et peuvent même engager le pronostic vital. Alors, je ne vais pas m'attarder, juste je vais citer quelques particularités pédiatriques. Il n'y a pas vraiment de signes spécifiques, mais l'association de certaines lésions, l'association et la topographie qui siège préférentiellement au niveau des lobes supérieurs est très caractéristique de la mucoviscidose. Le scanner thoracique permet également de préciser l'étendue des lésions bronchiolaires, notamment le piégeage gazeux, qui est très fréquent. On peut avoir également un épaississement, des impactions mycoïdes. Les radiologues nous mettent souvent sur le compte-rendu des impactions mycoïdes parce que c'est des enfants qui sont très encombrés. Et bien sûr, à un stade avancé, il y a de la dilatation de branches et des foyers d'atélectasie. Alors, c'est un travail qui m'a intéressé beaucoup. C'est un travail qui a été fait en Australie concernant le diagnostic de l'atteinte pulmonaire chez des nourrissons qui sont dépistés à la naissance. Je passe rapidement pour dire, moi mon réflexe, pas pour analyser le scanner, mais pour dire que l'atteinte elle est précoce, d'accord? Même chez des patients asymptomatiques. C'est le réflexe que je vais passer à travers ce travail-là, qui est très intéressant. L'atteinte respiratoire elle est précoce même chez les patients asymptomatiques. D'où l'intérêt d'un dépistage par des examens cytobactériologiques des expectorations. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à chaque fois, je dis à Manal, tous les 3 mois, il faut faire un examen cytobact des crachats, même chez les patients qui sont asymptomatiques. Regardez là, dans ce travail, il y avait quand même, sur 57 nourrissons, 21% avaient une infection bactérienne prouvée, documentée, alors qu'ils étaient asymptomatiques. Voilà, et je passe. L'exploration fonctionnelle est un outil obligatoire de la surveillance clinique. Pourquoi? Parce que le VEMS est un paramètre qui est significatif, qui est objectif, qui est lié à la mortalité. Ça, c'est très important. Et il faut dire que c'est uniquement la spirométrie qui a fait l'objet d'un véritable consensus international pour le suivi des patients atteints de mucoviscidose. En fait, le problème du VEMS, c'est qu'il est variable. Et sa variabilité, elle peut être en rapport, en fait, par plusieurs facteurs. Il y a l'encombrement. C'est pour cela que nous, dans le service, avant de faire une exploration fonctionnelle, on commence d'abord par une séance de kinésithérapie respiratoire pour le désencombrement et puis on passe le malade pour une exploration fonctionnelle. Il est variable également avec l'hyperactivité, avec l'adhésion du patient au traitement et bien sûr, le plus important pour l'exploration fonctionnelle, c'est le suivi longitudinal du VEMS. Hein? Parce que tellement il est variable, mais c'est surtout le suivi longitudinal qui est très intéressant. Ça permet de suivre l'enfant et de dire est-ce qu'il y a une adhérence au traitement ou pas. La surinfection bronchopulmonaire, elle est constante dans la mucoviscidose. Il faut savoir que le pseudomonas est en tête dans les surinfections. D'ailleurs, c'est l'ennemi numéro 1 dans la mucoviscidose. Ce germe est en grande partie responsable de la dégradation pulmonaire et surtout du déclin du VEMS. En fait, c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de stratégies thérapeutiques, il y a beaucoup de stratégies pour le pseudomonas qui ont été développées dernièrement, beaucoup de médicaments.
Il y a vraiment beaucoup d'innovations dans le traitement du Pseudomonas. Le deuxième pathogène, Madame Ktani peut en témoigner, elle reçoit souvent des prélèvements bactériologiques. Alors, le deuxième pathogène, c'est le staphylocoque. Hein. Il y a d'autres bactéries comme le Cepacia, le Maltophilia, la Chromobacter. C'est vrai que c'est des pathologies qu'on voit dans la mycoviscidose. Ils sont moins fréquentes, mais c'est des germes qui posent un problème de diagnostic, surtout de résistance et un problème de prise en charge thérapeutique. Alors, ce schéma illustre le profil évolutif de la colonisation à Pseudomonas. En fait, la Société européenne de mucoviscidose elle a établi 3 phases. Et c'est important de les connaître parce qu'ils ont une implication thérapeutique. Le traitement de la primocolonisation, ce n'est pas le traitement de la colonisation chronique. Donc, il faut les connaître. Le premier stade, c'est la colonisation qui correspond à la première découverte du Pseudomonas. C'est la première fois que vous allez découvrir le Pseudomonas, c'est la primo-infection. La deuxième phase, c'est la colonisation intermittente. Elle correspond à des éradications intermédiaires. Le troisième stade, malheureusement, nous, on reçoit des malades au stade de colonisation chronique parce qu'on fait un diagnostic vraiment tardif. Et ça correspond à l'impossibilité d'éradiquer le Pseudomonas. Parce que ce sont des souches multirésistantes, ce sont des souches colloïdes. Ça donne au niveau du poumon c'est des souches colloïdes, ça donne un biofilm lipidique au niveau des alvéoles qui empêche la pénétration des antibiotiques. C'est ce qui fait toute la difficulté de la prise en charge des infections à Pseudomonas. Je pense que professeur Chanoun peut en témoigner parce que vous avez des problèmes de prise en charge du Pseudomonas au stade de colonisation chronique. Voilà. Alors, la plupart du temps, les patients sont colonisés par une souche unique. C'est pour cela qu'il ne faut jamais mettre 2 mycos dans la même salle. Jamais 2 patients hospitalisés dans la même salle parce que chaque patient, il a sa souche avec un profil de résistance différent de l'autre patient. Donc, si jamais vous les mettez dans la même salle, il y a un risque de contamination entre les deux. Donc, c'est pour cela que d'ailleurs, même c'est consensuel, il ne faut jamais mettre de malades dans la même salle. Voilà, donc là, c'est pour l'une des définitions les plus couramment utilisées pour le Pseudomonas, c'est les critères de Leeds. C'est vrai qu'elle est ancienne, mais elle est très utilisée. Elle définit l'infection chronique lorsque le Pseudomonas est isolé dans plus de 50% des prélèvements réalisés les 12 dernières années. Et quand on parle d'infection intermittente, lorsque le Pseudomonas il est isolé dans 50% ou moins dans les 12 derniers mois. D'accord ? Et bien sûr, l'absence d'infection, elle est définie lorsque les cultures des 12 derniers mois restent négatives chez un patient qui avait auparavant du Pseudomonas. D'accord ? Alors, qu'en est-il ça rejoint un petit peu les critères de Leeds, c'est la classification, c'est la définition consensuelle européenne de l'infection à Pseudomonas. Moi, je la trouve, elle est très pratique et comprend 3 stades comme les critères de Leeds, la primocolonisation, l'infection intermittente et la colonisation chronique. Alors, qu'en est-il du traitement de l'infection à Pseudomonas? En fait, il y a plusieurs protocoles, d'accord, concernant la prise en charge. Mais la Société européenne, elle préconise 2 schémas thérapeutiques, soit une bithérapie intraveineuse à base de ceftazidime et d'aminosidine, soit une monothérapie en utilisant la tobramycine. Il faut dire que les études randomisées ont montré qu'il n'y a pas de différence significative entre l'utilisation de la ciprocholestine versus tobramycine seule. Elle est très efficace. Mais le problème, c'est le coût, elle est très chère. Ouais. Alors, le traitement des infections intermittentes à Pseudomonas rejoint et est similaire de la primocolonisation.
Concernant le traitement des infections chroniques, en général, c'est une bithérapie par voie intraveineuse. Elle est recommandée pour une durée au moins de 14 jours, mais toujours il faut tenir compte des examens cytobactériologiques et de l'antibiogramme. Alors, ça c'est un schéma qui résume un petit peu les voies potentielles de la prise en charge de l'atteinte respiratoire. C'est vrai qu'il faut lutter contre l'infection par l'éradication précoce de manière efficace et agressive même du pseudomonas. Il faut également lutter contre l'obstruction par la kinésithérapie respiratoire qui est toujours précédée par les nébulisations de sérum hypertonique. Malheureusement, on n'a pas de sérum hypertonique au Maroc. Lutter contre l'inflammation par la prophylaxie par l'azithromycine et bien sûr en parallèle des mesures de prise en charge nutritionnelle. Parce que sans prise en charge nutritionnelle, on ne peut pas, en fait, c'est des choses qui se font en parallèle, d'accord? Et bien sûr, la thérapie ciblée qui cible la protéine CFTR. Alors, rapidement, je passe sur les complications digestives de la mucoviscidose qui sont dominées par le reflux, l'iléus méconial, j'ai dit que le test de la sueur, il est systématique, le syndrome d'obstruction intestinale digestive, l'insuffisance pancréatique exocrine, elle est très fréquente, elle se voit dans 95% jusqu'à 85% des patients. En fait, il y a une corrélation entre phénotype et génotype. Nous, on a la mutation F508, elle est très fréquente. Du coup, la plupart des malades, ils ont une insuffisance pancréatique exocrine. Et bien sûr, la stéatose hépatique, il faut chercher. Alors, un petit mot sur l'état nutritionnel comme facteur prédictif de l'évolution de la fonction respiratoire. Il faut dire que l'état nutritionnel à 2 ans, il conditionne en partie le VEMS à 6 ans. C'est très important, il faut qu'il y ait une prise en charge nutritionnelle en parallèle que la prise en charge respiratoire. Bien sûr, c'est pour avoir au moins un Z-score de la BMI supérieur à 0. Alors, en fait, il y a plusieurs mécanismes qui interviennent dans la dénutrition chez les enfants atteints de mucoviscidose qu'il faut chercher et prendre en charge parce que la dénutrition retentit sur l'état respiratoire. Il y a un cercle vicieux entre dénutrition, infection respiratoire. Alors, pour lutter contre l'infection, il faut prendre le patient sur le plan nutritionnel. Alors, il y a la diminution des ingestats qui est secondaire à l'anorexie, à l'inconfort digestif, aux infections à répétition et à l'insuffisance pancréatique exocrine. Il y a également la perte qui est due essentiellement à l'insuffisance pancréatique, mais également à la malabsorption protéinolipidique et surtout à la carence en vitamines liposolubles. D'ailleurs, la supplémentation en vitamines liposolubles elle est systématique chez les patients qui ont une insuffisance pancréatique. Alors, comment faire le diagnostic de l'insuffisance pancréatique exocrine? C'est bien sûr, on le fait par le dosage de l'élastase fécale. Alors, toute élastase fécale inférieure à 200 microgrammes par gramme de sel pose le diagnostic d'une insuffisance pancréatique exocrine et c'est un excellent marqueur indirect de la fonction pancréatique. Alors, il faut savoir que chez les enfants atteints de mucoviscidose, un enfant suffisant pancréatique peut devenir insuffisant pancréatique. Et c'est pour cela qu'il faut, dans le suivi, bien sûr, c'est des patients dans le cadre du suivi, on leur demande de faire l'élastase fécale de façon régulière. Alors, comment maintenir un état nutritionnel optimal chez ces enfants? Parce que c'est très important. Nous, on est confrontés à des enfants qui sont dénutris parce qu'il y a un problème de diagnostic précoce, un apport calorique optimal, une thérapie de remplacement des enzymes, ce qu'on appelle la pancréatine, la supplémentation en vitamines liposolubles, associée bien sûr à la prise en charge associée bien sûr à la prise des extraits pancréatiques. Parce que vous ne pouvez pas donner des vitamines sans extrait pancréatique, ça permet l'absorption, d'accord? Et bien sûr, en cas de cholestase, il faut associer l'acide ursodésoxycholique, bien sûr, avec la taurine. Ça permet d'augmenter l'absorption et la solubilisation micellaire et la conjugaison des acides biliaires. Alors, la thérapie de remplacement des enzymes pancréatiques, heureusement qu'au cours de cette année, on a eu la pancréatine qui est commercialisée sous le nom de Crayon parce qu'avant on n'avait pas de pancréatine sur le marché marocain
Mais grâce au laboratoire Abbott, on a eu le crayon cette année. Et on avait beaucoup de problèmes avec la dénutrition chez les enfants atteints de mucoviscidose. Maintenant, on commence à avoir de très bons résultats grâce à la mise en place de la pancréatine. C'est un traitement qui vise surtout à établir l'état nutritionnel et à soulager les symptômes digestifs. D'accord ? Alors, ça c'est pour vous dire la prise de la pancréatine qui doit toujours être prise avec suffisamment de liquide pendant ou immédiatement après les repas ou les collations. En fait, les gélules ne doivent pas être prises sans être ouvertes et sans être mâchées. Parce que le fait de les mâcher, ça risque de réduire la biodisponibilité et l'efficacité de la gélule. Sinon, chez les tout petits nourrissons, on peut ouvrir et mélanger avec des compotes. Le plus souvent, c'est des compotes de pommes. C'est ça ? Alors, parce que là, le problème chez le nourrisson, le nourrisson, il y a les gélules, ouais, je suis limitée par le temps, d'accord, je vais faire vite. Alors, la pancréatine chez les patients atteints de mucoviscidose a démontré une augmentation de l'absorption des nutriments du poids corporel et une amélioration de façon spectaculaire, surtout des symptômes digestifs. Rapidement, je passe cette slide pour passer au modulateur. Vraiment, c'est la révolution thérapeutique dans la mucoviscidose. Alors, c'est quoi ces modulateurs ? Ce sont des traitements qui restaurent la fonction de la protéine CFTR. D'accord ? Ils sont commercialisés sous le nom de Trikafta. C'est une avancée majeure chez les enfants atteints de mucoviscidose. Ils sont indiqués chez les patients qui sont, pas tous les patients, mais les patients qui sont éligibles au traitement. C'est-à-dire les patients qui sont porteurs d'au moins la mutation F508, d'au moins une mutation F508. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'identification de la mutation génétique ne fait pas partie uniquement du diagnostic, mais également de la prise en charge personnalisée de ces patients. Beaucoup de bénéfices cliniques, amélioration du VEMS, diminution des exacerbations, diminution du chlore. Soudura, c'est des enfants qui vont normaliser leur test de la sueur grâce au traitement modulateur, avec une amélioration de la qualité de vie et bien sûr l'augmentation de la durée de survie. Moi, j'ai vu les patients qui sont sous modulateur quand j'étais en stage en Belgique, mais vraiment une évolution spectaculaire. Vraiment, il faut les voir. C'est des patients qui ne font plus de kiné, parfois 2 séances par semaine, qui sont moins colonisés par le pseudomonas et qui ont des VEMS qui s'approchent de 90. Vraiment, c'est la révolution thérapeutique chez les patients atteints de mucoviscidose. Et là, je vais conclure. Il faut sensibiliser et informer sur la maladie pour éviter des diagnostics trop tardifs parce que c'est une maladie grave, sournoise et trop évolutive. Il faut s'acharner à préserver la fonction pulmonaire parce qu'elle conditionne le pronostic, bien sûr, par le traitement et l'éradication de la primo-infection à pseudomonas. D'accord ? Parce que le pseudomonas, je l'ai dit, c'est un facteur de mauvais pronostic. J'insiste sur le fait qu'il faut maintenir l'état nutritionnel bien sûr par l'apport de 140% de l'apport théorique et bien sûr grâce aux extraits pancréatiques qui sont heureusement commercialisés au Maroc. Et bien sûr, l'avènement des modulateurs de la CFTR qui ont permis une augmentation de l'espérance de vie de ces enfants. Et je vous remercie, je suis désolée pour le timing.